Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de région. Nouvelle saison, nouvelle formule pour aller plus loin que l'actualité du quotidien. Nous sommes aujourd'hui à Châtellerault, deuxième plus grande ville de la Vienne et premier bassin industriel du département. Châtellerault notamment connu pour son ancienne manufacture d'armes, devenue aujourd'hui un musée de l'automobile. Car votre voiture a son histoire en Nouvelle-Aquitaine. Réussite, échec, projet, on en parle dans Enquête de région. Ces deux anciennes cheminées et leurs plateformes sont l'un des symboles de Châtellerault, vue imprenable sur la ville et sur l'ancienne manufacture d'armes devenue en partie le musée auto-moto-vélo. Dans Enquête de région, une question simple. En apparence, peut-on encore construire des voitures en France? La filière industrielle de l'automobile en Nouvelle-Aquitaine a des ressources, des idées, mais traverse aussi des temps de crise. Alors pourquoi nos emplois sont-ils détruits alors qu'il ne s'est jamais autant vendu de voitures? Et comment la région peut-elle réussir le virage vers la voiture de demain qui sauvera peut-être ses emplois? Châtenay roule vers la réussite. Le constructeur de voitures sans permis, basé en Limousin, représente désormais 4% du marché français. On a souhaité que les gens qui n'ont pas le permis se sentent bien dans une voiture et qu'ils ne soient pas montrés du doigt comme ils pouvaient l'être dans les voitures sans permis qui n'avaient peu de design. Des sites liquidés qui s'offrent une nouvelle vie. Dans une usine de Châtellerault, des panneaux photovoltaïques ont remplacé les pièces automobiles. Outre le fait qu'on fabrique des panneaux photovoltaïques, on va également bientôt fabriquer des composants pour les petites unités de méthanisation. Motobloc, des cycles et des voitures fabriquées à Bordeaux dans l'entre-deux-guerres. Une marque du passé en route pour une renaissance sous forme de scooter électrique. Au cœur du musée de l'automobile de Châtellerault, ces quelques 200 modèles exposés nous rappellent les péripéties de la production industrielle de nos voitures et de nos deux roues, avec ses heures de gloire et ses crises aussi. À propos de crise, depuis quelques mois, on parle beaucoup des difficultés de la filière avec le cas de GMS. L'usine de la Souterraine dans la Creuse traverse des difficultés, mais elle masque aussi une réalité, celle de ces entreprises régionales qui réussissent. C'est le cas de la société Châtenay, en Haute-Vienne. Elle fabrique des voiturettes, des voitures sans permis, de plus en plus tendance, et les ventes s'envolent. À 55 ans, Marie-Christine Parlebas roule avec une voiture sans permis. Sa troisième en 20 ans. J'ai pas passé mon permis, j'étais loin de tout. Et comme mon mari n'est pas toujours à la maison, on m'a amené faire des courses ou aller voir des amis. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une voiture sans permis. Indispensable pour le travail, pour mes activités personnelles. Donc c'est indispensable pour moi maintenant. En Limousin, les voiturettes ne font pas que rouler. Elles sont aussi fabriquées. À Pierre-Buffière, dans le département de la Haute-Vienne, les véhicules sans permis châtennais sont montés à l'ancienne, en kit par 44 salariés dans un même atelier d'assemblage. La particularité, nous, Automobile Châtenay, on est assembleur et concepteur du véhicule et on approvisionne toutes les pièces de l'ensemble du monde, de fournisseurs du monde entier. Et donc oui, effectivement, quand je fais 130 voitures à 140 voitures par mois, je commande une collection complète de 140 voitures par mois par l'intermédiaire de 70 fournisseurs, on va dire. Même de Chine, sur des pièces spécifiques qu'on a du mal à faire réaliser sur l'Europe. On a souhaité que les gens qui n'ont pas le permis se sentent bien dans une voiture et qu'ils ne soient pas montrés du doigt comme ils pouvaient l'être dans les voitures sans permis qui ressemblaient, qui n'avaient peu de design finalement. Et en plus, ça nous a permis d'aborder une clientèle jeune qui s'est intéressée à ce véhicule parce qu'elle était belle. Longtemps, les quadricycles légers à moteur, selon la terminologie officielle,
ont une clientèle rurale et plutôt âgée. Aujourd'hui, les cubes sur route, c'est du passé. Les véhicules sont conçus dans ce bureau d'études en 3D. L'automobiliste cherche dans la voiture sans permis à retrouver en fait le confort d'une voiture de tous les jours. Il faut sans cesse rajouter des accessoires, rajouter en fait des options. On cherche aussi à avoir un confort de conduite qui s'apparente globalement à une voiture de tous les jours, de petites citadines. Néanmoins, on reste sur des motorisations qui sont beaucoup moins coupleuses, beaucoup moins puissantes, puisque la réglementation l'impose. Et donc derrière, il faut pouvoir adapter en fait cet espace de confort avec l'agrément routier de tous les jours. Fondée en 1984, l'entreprise Châtenay, une affaire familiale, a rapidement joué la carte du haut de gamme, créant un design séduisant pour en faire une voiture presque classique. Comme une certaine publicité qui dit elle a tout comme les grandes, c'est exactement la même chose. On retrouve les glaces électriques, le verrouillage central, les radars de recul, les caméras de recul. Elles ont tout comme les voitures actuelles, la climatisation. Donc ce sont vraiment des véhicules complets. Qu'est-ce qui lui manque à cette voiture? Il lui manque rien, puisqu'elle est faite pour une catégorie de personnes qui n'ont pas le permis de conduire, donc il faut quand même limiter le produit à une certaine vitesse, et elles ont tout pour pouvoir l'utiliser comme une voiture classique, sauf la vitesse, qui est limitée. Voilà. Et effectivement, hormis son moteur diesel de 4 watts, limité à 45 km/h, presque plus rien ne la différencie d'une citadine quelconque avec permis, jusque dans les équipements et les coloris. Dès lors, la clientèle, elle aussi, a changé, même si du nord au sud de la France, les comportements sont différents. Dans le nord, c'est plus culturel. On sait très bien que depuis plusieurs générations, ça ne pose aucun souci d'avoir des véhicules sans permis. Ça fait partie du paysage et ils représentent à peu près 10% du marché national sur 2 départements. C'est vrai que dans le sud, ça va être des véhicules plus destinés aux jeunes. Sur les Limousins, le marché est un peu plus restreint. Culturellement, c'est vrai qu'on en a un peu moins. C'est pas très développé. Cela dit, on commence à avoir quand même une clientèle jeune qui s'y intéresse et où les parents sont sensibles au fait leurs enfants soient à l'abri, soient au chaud, soient gagnent en autonomie et beaucoup plus en sécurité que sur un 2 roues. Mais le nouveau créneau des voitures sans permis, c'est celui des conducteurs qui, justement, n'ont plus de permis et qui ont du mal à changer leurs habitudes. Souvent, c'est des problèmes d'assurance sur ce type de véhicule et l'alcoolémie. Parce qu'il faut savoir que même avec ce genre de véhicule, il y a des personnes qui conduisent alcoolisées. Souvent? Mais sur nos accidents à nous, sur les 2 années passées, à chaque fois, il y avait de l'alcool. Ouais. Voilà, pour le conducteur. Quel âge? Ça dépend. Les moyennes d'âge, ça va, c'est plus souvent du 20-45. Attitude d'ailleurs dénoncée par les conducteurs expérimentés et fiers de porter les couleurs des sans-permis. Je voudrais apprendre aux jeunes à conduire un peu mieux. Mais moi, j'ai jamais eu d'accident. Jamais de ma vie. Hein. Jamais. Bon, moi, je ne bois pas. Aucun. Et le plus qu'il faudrait, que les jeunes se calment. Voilà. Non, moi, je bois du sirop. Du sirop et de l'eau. C'est encore mieux. C'est 100 fois mieux. Cela étant dit, le nombre d'accidents reste très limité. 4 en 2017, comme l'année précédente, entre Limoges et la Souterraine, sans blessés et sans grosse casse. Il y a des accidents, mais souvent pas très méchants, mais c'est un phare, c'est une aile, c'est une vitre de cassée, c'est des bricoles, quoi. Enfin, des bricoles. Des fois, ils font pas attention, quoi. Sur une marche arrière, ils vont accrocher un coin de mur, c'est des petits accrochages, souvent. Attractive, innovante et peu polluante, presque l'idéal passe-partout. Seul problème de taille, elle permet de circuler à des personnes inaptes ou légalement empêchées. Résultat, le prix de l'assurance atteint des sommets, 100 € par mois en moyenne, une bonne affaire pour les compagnies qui se partagent ce marché de niche. La limitation du kilométrage fait que statistiquement, vous voyez, justement, on a très peu de gros accidents, on a très peu de gros sinistres, en fait, qui est limité vraiment à du pare-choc. Il faut savoir quand même que la voiturette existe quand même depuis 1896.
D'accord. Donc la voiture sans permis, on ne la découvre pas. Elle a toujours existé à cause des retraits de permis. Maintenant, elle trouve son intérêt. Mais auparavant, il y avait beaucoup de voiturettes qui existaient. Et bon an, mal an, on faisait quelques contrats, ça ne posait aucun problème. Et ce n'est pas Marie-Christine qui dira le contraire. Conductrice exemplaire, un seul accident au compteur et viscéralement attachée à sa 2 places aux couleurs écarlates. Vous l'appelez comment votre voiture? Voiture. Pas voiturette. Une voiture. Faire une virée à 2, tous les 2 sur les chemins, dans ton automobile, tous les 2 on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. Olivier Bouba-Olga, vous êtes économiste, professeur à l'Université de Poitiers. Durant tout ce numéro d'Enquête de région, vous allez nous aider à répondre à cette question. Peut-on encore construire des voitures en France? On vient de voir l'exemple de Châtenay en Haute-Vienne. Est-ce que finalement le secret de la réussite pour des entreprises régionales dans la filière automobile, c'est de miser sur des marchés de niche? Alors ça peut être une voie. Alors après, il s'agit d'identifier quelle niche, parce qu'il y a des potentialités. On sent bien que les choses bougent, qu'il y a des nouveaux besoins, nouvelles pratiques aussi de déplacement des individus. Donc sans doute qu'il y a des choses à faire, ça suffira sans doute pas. L'industrie automobile, c'est beaucoup de choses. C'est pas que le secteur automobile, c'est aussi des équipementiers, des sous-traitants, de la sous-traitance en cascade. Ça fait travailler de nombreux ouvriers, de nombreux ingénieurs, techniciens sur les différents territoires français. Quels sont justement les principaux bassins d'emploi dans ce secteur? Bon, l'industrie en France, c'est beaucoup, ça reste encore. Alors on en a sur différents territoires. Sur Châtellerault, on a aussi encore pas mal d'entreprises qui travaillent dans le domaine. C'est quand même le Grand Quart Nord-Est. On a les sites, par exemple Peugeot autour de Belfort-Montbéliard. C'est des milliers d'emplois de différents niveaux de qualification qui continuent à compter. Il y a eu aussi des milliers d'emplois dans le Grand Sud-Ouest, on va dire. Aujourd'hui, quel est le principal handicap de cette filière automobile selon vous? Il y a beaucoup d'enjeux dans la filière automobile. Il y a une grosse problématique quand même, s'agissant des constructeurs français. Qui sont un peu coincés entre des constructeurs par exemple allemands ou alors japonais, Toyota ou coréens, etc., qui sont un peu plus capables d'innover, qui font soit du plus haut de gamme, soit des véhicules un peu plus innovants. Les entreprises françaises restent un peu coincées dans une stratégie médiane, stratégie de coût, et ça se répercute sur l'ensemble de la filière, ce qui fait que les relations donneur-d'ordre sous-traitant, on le voit à travers différents exemples aujourd'hui, sont difficiles, par exemple. Et ça pose des vrais problèmes, des vraies questions. Renault, Peugeot, Citroën sont les 3 marques françaises qui sont quasiment tout le temps sur le podium des voitures les plus vendues en France. Et pourtant, on a l'impression que ça ne profite pas aux sous-traitants, à la filière automobile en région. Pourquoi? Alors ça profite en partie, mais c'est parfois peu visible, encore une fois, parce que c'est des entreprises qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas directement en lien avec le consommateur. Ça profite, mais ça souffre aussi, c'est clair. Et puis aussi, aujourd'hui, la fabrication d'automobiles, mais c'est vrai pour plein de produits, c'est des processus productifs fragmentés à l'échelle mondiale. Et donc, on va chercher les compétences là où elles sont, et donc pas qu'en France. Et l'enjeu pour l'économie française, c'est quoi? C'est de participer à ces processus fragmentés. On ne va pas faire des voitures 100% françaises. Mais il faut que les sous-traitants, par exemple, travaillent aussi pour des constructeurs étrangers et français, et c'est comme ça qu'on arrivera à préserver l'emploi. C'est l'une des voitures rares exposées ici au musée de Châtellerault. Regardez cette Panhard et Levassor, une marque française créée en 1890. C'est en fait la première voiture à moteur à pétrole produite en série. On se projette un siècle plus tard avec une autre voiture française produite dans la région, petite voiture électrique, il s'agit de la Mia. On est en 2010. C'est alors le dada de Ségolène Royal. Elle rêve de produire cette Mia en série dans l'ex-région Poitou-Charentes qu'elle préside. Des millions d'euros sont investis, mais l'expérience va tourner au fiasco. Mia, ou l'histoire d'une petite citadine électrique apparue en pleine campagne des Deux-Sèvres. Un ovni automobile né en 2008 dans la douleur après le dépôt de bilan du carrossier Heuliez. Déjà à l'époque, elle avait piqué notre curiosité. Pouvait-elle devenir la première vraie voiture électrique de série? Du prototype friendly qui ressemblait davantage à un jouet qu'à une voiture, à ce modèle de luxe que la nouvelle ministre Ségolène Royal fera parader jusque dans la cour de l'Élysée.
Mia a tracé sa route dans une tempête médiatico-politique et un brouillard industriel, sans jamais parvenir à faire décoller ses ventes. En faisant table rase des standards de l'automobile, le bureau d'études de Mia est parvenu à un modèle allégé, mais déroutant pour le grand public. Devant les grilles de l'entreprise, nous retrouvons un grand témoin de l'aventure Mia. Ancien ingénieur chez Peugeot, Patrick Largeau a piloté la création de la voiture. Évidemment, il assume ses choix radicaux. C'est un risque qu'on a pris, un défi qui consiste à avoir un véhicule complètement différent de ce qu'est l'image imposée d'un véhicule aux clients depuis près d'un siècle. Il a fallu faire connaître une marque, un modèle différent, construire un réseau. Et donc c'est forcément beaucoup plus difficile de partir de zéro, qui plus est avec une entreprise de taille modeste. La Mia aura eu le mérite des pionniers. Elle a bousculé les codes et essuyé les plâtres de la politique de mobilité écologique. Cela aura été sa chance ou sa perte, mais quoi qu'on en juge, elle a déjà sa place dans l'histoire de l'automobile. Vincent Dabin, avec votre épouse Bérangère, vous avez acheté depuis 2011 cette Mia. Combien de kilomètres au compteur? 187 000 et des poussières. 187 000 km. Vous n'avez jamais changé les batteries? Non, avec les mêmes batteries, d'un fabricant français. D'accord. Tout va bien. Et alors, vous êtes infirmiers libéraux tous les deux dans les Deux-Sèvres, ça veut dire que vous en servez tous les jours? Nous en servons tous les jours, nous faisons de l'autopartage. D'accord. En général, mon épouse l'utilise le matin et moi le soir, après une recharge. Oui, d'accord. Bon, vous m'emmenez faire un tour? Ah, bien sûr, allez, avec plaisir. C'est cosy. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture? Cette voiture est pratique, elle est simple d'utilisation, elle est silencieuse. Quand je dis simple d'utilisation, lorsqu'elles se sont vendues, les Mia, il y avait peu de voitures qui proposaient des prises classiques. C'était une des seules voitures françaises. Mais il faut quand même penser souvent à la recharger, c'est peut-être ça la contrainte? Alors ça, c'est la contrainte, c'est vrai. Il faut anticiper quand on roule en voiture électrique, parce que lorsque vous faites un long parcours, il faut prévoir un endroit où vous allez pouvoir vous recharger. Mais comme on peut la recharger à n'importe quelle maison, il n'y a pas trop d'angoisse. Vous pouvez aller vite avec? On peut rouler jusqu'à 110 km/h, elle est bridée à 110. D'accord. Et c'est rentable à l'usage? À l'usage, très franchement, on n'a pas fait les comptes exacts, mais c'est rentable dans le sens où j'estime qu'il faut une recharge complète. On peut faire 100 km avec 1,50 € de carburant électrique, quoi. Bon, c'est la panne en fait, ce serait la grosse tuile, parce que vu qu'elle est plus fabriquée, comment vous trouvez des pièces détachées? Alors il y a fort heureusement en France quelques garagistes qui se comptent sur les doigts des deux mains, peut-être même d'une main, qui sont restés fidèles à la réparation des Mia. On est capable de faire entretenir ces voitures par ces gens-là, avec toutes les compétences, donc c'est bon. Bon. Après vous. Merci pour la balade. Et dites-moi pourquoi avoir fait ce choix d'acheter la voiture quasiment à sa sortie en 2011? Eh bien, je suis passionné d'histoire automobile. On avait même souscrit, versé 10 € en 2008 en disant qu'on était intéressé par le produit. Un achat un peu militant du coup? C'est un achat militant, mais par chauvinisme, pour soutenir une entreprise des Deux-Sèvres. Et voilà, bien, nous en a fait. Aujourd'hui, avec près de 190 000 km au compteur en 6 ans, ça fait plus de 30 000 km par an. C'est sympa. Voilà. Merci bien Vincent. Alors peut-on encore construire des voitures en France? En Nouvelle-Aquitaine, la liquidation judiciaire de GMS en juin sème le doute sur l'avenir de cette filière. GMS, vous le savez, c'est ce sous-traitant de la Creuse. Les 277 salariés ont menacé de faire sauter leur usine pour lancer un vrai SOS. Aujourd'hui, le repreneur sauve à peine la moitié des postes. GMS, ou l'histoire d'une entreprise familiale qui, en 30 ans, en passant de main en main, a perdu la moitié de son chiffre d'affaires et la moitié de ses salariés.
10 mois de combat pour les salariés de GMS, 10 mois d'audience au tribunal de commerce de Poitiers, avec à l'arrivée une cession à GMD, un petit groupe spécialisé dans l'emboutissage. Une cession qui s'avère être une victoire pour Alain Martineau, le patron de GMD, qui ne garde que 120 salariés, soit 43% des effectifs. Il ne faut pas être trop ambitieux, il faut partir sérieusement, faire des investissements et petit à petit essayer de retrouver la confiance de tout le monde. En 10 mois, les GMS auront rencontré 2 présidents de la République. Début janvier, François Hollande à l'aéroport de Brive. À la mi-juin, Emmanuel Macron à Bellac. Entre-temps, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre de François Hollande, se sera rendu sur le site de la Souterraine pour annoncer que l'État gardera un œil sur la qualité du repreneur. Je ne peux pas garantir que nous y arriverons. Ce serait mentir aux salariés. En mai, c'est Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, qui prend position sans langue de bois à l'égard des anciens dirigeants. Les 2 derniers repreneurs étaient de fiefés salauds. Les mois qui suivent sont chaotiques, des réunions à Bercy et même dans un hôtel parisien en présence de Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État à l'économie. Nous travaillons, vous me permettrez de réserver la primeur de cette réunion aux partenaires sociaux représentants des salariés et non à la presse. En 10 mois, GMS sera passé du redressement à la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité confirmé à 4 reprises par le tribunal. Une saga judiciaire épuisante pour cette entreprise dont l'avenir reste incertain. Olivier Bouba-Olga, pour l'économiste spécialiste des entreprises que vous êtes, d'après vous, par quoi passe aujourd'hui la survie de l'entreprise GMS ? Cas difficile, cas complexe en fait. Je pense que ce cas-là montre la difficulté qu'on a en France à anticiper les mutations. Et souvent, on commence à réfléchir aux solutions aux problèmes quand parfois il est trop tard, quoi. La problématique GMS, de ce que j'en connais, il faudrait connaître très précisément tous les aspects du dossier, c'est quand même une problématique un peu ancienne. Et puis on laisse traîner un peu les choses, alors ça peut être des responsabilités actionnaires, dirigeants, etc., qui ne sont pas simples à gérer. Aujourd'hui on sent bien qu'on est un peu on essaie de sauver un peu ce qui peut être sauvé, mais c'est quand même très compliqué. GMS qui a eu la plupart d'anciennes entreprises familiales, qui a eu ensuite de multiples partenariats, actionnariats étrangers. Pourquoi les Français sont frileux pour un investissement dans les entreprises industrielles du secteur automobile? Compliqué, là aussi il faut voir précisément quels sont les atouts des entreprises, est-ce qu'on a intérêt à investir, quels sont les équipements, quels sont les savoir-faire et est-ce qu'on anticipe un peu de la valorisation ou pas. Après, qu'il y ait de l'investissement étranger, c'est aussi une bonne... L'économie française vit aussi beaucoup des investissements étrangers qui sont faits sur son sol, ce qui n'est pas totalement négatif. Le problème que ça peut poser, c'est qu'en général, quand on a des investissements étrangers, s'il y a un problème, on va se retirer pour repartir dans son pays d'origine. Donc là, ça fait une petite fragilité pour l'économie française. Bon, une usine qui ferme ou qui perd ses emplois, c'est aussi un savoir-faire qui disparaît. Ce sont aussi des drames humains. Alors regardez et écoutez ces paroles d'ouvriers. Ils nous ont tellement pompé tout l'argent qu'il y avait à pomper qu'on est complètement désœuvré devant ce phénomène. C'est vraiment un système industriel financier. On a senti vraiment que c'était plus comme avant. On ne sent pas venir les gros problèmes, donc on suit le mouvement. Tout a évolué pour gagner en productivité. C'est un bien pour un mal, quoi. Quand vous avez 60 balais, vous savez que votre avenir il est derrière, vous ne sentez plus bon à rien. On a subi les changements et les licenciements avec, parce qu'à chaque fois on perdait les collègues. Et là on commence à être un site que de production. Ces machines ne sont pas au service de l'homme, bien au contraire. C'est l'époque des 30 Glorieuses, les années 60, les débuts de la société de consommation. Une nouvelle appétence pour les loisirs. La Souterraine arrive à tirer son épingle du jeu. Une société parisienne décide de s'y implanter. Son nom, Socomec, qui dans un premier temps fabrique des trottinettes et des vélos pour enfants avant de se lancer dans l'emboutissage. La croissance de l'entreprise n'a pas que des effets positifs. Des ateliers de production sont construits et de nouvelles machines sont installées. Objectif, être à la hauteur des exigences de PSA et de Renault. 2 sites sont créés à Bessines et au Mans, mais Socomec, qui est devenu un groupe, se révèle trop fragile. Ces usines sont à vendre. C'est le début des ennuis, des changements de nom.
Et là, c'était plus pareil, quoi. C'était le rendement, il fallait tout le temps faire plus, tout le temps travailler plus, tout le temps gagner plus. Et ça n'avait plus rien à voir, quoi. C'est le début du déclin, c'est dans les années 96-97, c'est le début du déclin. Ça a été un coup d'arrêt où sous le prétexte d'une restructuration, on m'a bien fait comprendre qu'on me mettait dans un placard à balai, quoi. Sans les salariés, il n'y aurait pas de la souterraine. Sans les patrons non plus. Je pense que c'est un tout. On a besoin les uns des autres pour que ça marche. À condition que tout le monde tire la couverture dans le même sens. Si on ne la tire pas dans le même sens, eh ben, tout se casse la gueule. Oui, on a tout donné pour qu'elle devienne ce qu'elle était devenue. Pas ce qu'elle devienne aujourd'hui, pas ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. C'est vraiment votre entreprise? Oui. Olivier Bouba-Olga, au-delà de la perte de savoir-faire, ce que l'on voyait à l'instant, la fermeture des usines, c'est aussi un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire. Quand on voit tous ces espaces gigantesques de l'ancienne manufacture d'armes qui a compté jusqu'à 8000 ouvriers, on a du mal à croire à un avenir du Made in France industriel. C'est possible ? Oui, c'est possible. Simplement, l'industrie s'est beaucoup transformée. Avant, on avait des gros établissements avec beaucoup de salariés au sein des établissements. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragmenté. C'est des plus petites unités parce qu'il faut être plus souple, plus agile, se spécialiser. Mais l'industrie française n'a pas disparu. On a encore beaucoup de savoir-faire, de compétences sur tout un ensemble de territoires. Et c'est ça qu'il faut continuer à valoriser, mais à accepter aussi que les choses se transforment et qu'il faut s'organiser autrement. Donc c'est la question de la gestion des transitions qui compte aussi, et qu'on a du mal à faire parfois en France. Et vous pensez qu'il y a une vraie dynamique de création d'emplois, par exemple dans l'automobile, en région ? Alors dans l'automobile et pas que, oui, alors ça, il y a un discours un peu trop dominant aujourd'hui qui consiste à dire l'avenir économique de la France, c'est quelques grosses villes. Alors par exemple en région, ce serait à Bordeaux. C'est une vision assez erronée quand on va sur les territoires. Tout à l'heure, on avait des cas d'entreprises sur le Châtel-Rodet, sur Cerizay et puis à la Souterraine. C'est des territoires plutôt de faible densité, de densité moyenne, et c'est des configurations très très différentes. Vous regardez le nord de Sèvres, c'est un territoire qui marche très bien. Châtellerault, c'est moyen, et puis à la Souterraine, c'est un cas plus compliqué. Donc c'est toute cette diversité de territoires qu'il faut avoir à l'esprit et savoir ce qu'on a à faire sur chacun d'eux. Et ça, c'est un vrai enjeu de ces nouvelles grandes régions. Tout à fait. C'est-à-dire que l'économie de la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas monolithique. Les spécialisations, elles se jouent à des échelles très fines. Et donc, il faut regarder dans le détail. Il faut regarder l'activité, il faut regarder les problèmes que rencontrent les entreprises et comment on peut anticiper les mutations et puis bien accompagner les entreprises et donc sauvegarder, voire créer plus d'emplois que ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Bon, on parlait à l'instant d'aménagement du territoire avec ces fermetures d'usines. Voici deux exemples dans la région assez parlants. Il y a le cas de New Fabrice ici à Châtellerault. Lors de la liquidation, les ouvriers avaient menacé de faire sauter leur usine, comme ce fut le cas récemment avec l'équipementier GMS. Et puis le cas de Euliez, ou Eulier comme on dit à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Voyez quelle est la seconde vie de ces entreprises aujourd'hui liquidées et comment les ouvriers qui y travaillaient ont vécu cette période de transition. Les presses de Liège à pleine cadence. Et non, ce ne sont pas des images d'archives. Après bien des déboires, l'activité a repris sur l'emblématique site industriel. 100 km plus à l'est, changement radical de décor en revanche pour l'usine qui accueillait l'équipementier New Fabrice. Désormais plus de culasses, plus de pièces de moteur, mais des cellules de silicium et des panneaux photovoltaïques. Une reconversion écologique. New Fabrice et Euliez, deux sous-traitants automobiles victimes de la crise, avec des centaines d'emplois détruits. Mais aujourd'hui, les deux sites industriels sont en train de renaître. Il y a 8 ans pourtant, difficile d'imaginer qu'un avenir serait possible chez New Fabrice. En juillet 2009, l'entreprise est en liquidation et sans aucun repreneur, plus aucun espoir ne perdure pour les 366 salariés de Châtellerault. L'usine est minée par des bouteilles de gaz et certaines machines brûlent devant les caméras. On n'a pas demandé de brûler ces machines. Là, des dizaines de personnes ont travaillé là-dessus, des années et des années. On fait des pièces, on faisait notre valeur ajoutée sur ces machines. On a de la peine de brûler cela, mais bon, s'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Salariés de Fabrice, vous êtes là ?
Jusque devant les sièges des constructeurs à Paris, les Fabrice font entendre leur colère. Non, on va bouger là. Guy Eyermann a été l'une des figures de ce combat. Depuis, la maladie a confisqué sa voix, mais ses convictions et son engagement sont intacts. Ce que je souhaitais avec mes camarades, c'était qu'on entende parler de nous. Voilà. On n'a pas le droit de fermer une boîte dans l'anonymat. Il faut toujours se rebeller. Il y a trop de petites boîtes qui ferment. On n'entend pas parler. Ils sont jetés à la rue comme des malpropres. Et ça je ne voulais pas, ça. L'enjeu à l'époque, obtenir une prime supralégale pour chacun des salariés licenciés. Leur monnaie d'échange, le matériel et les pièces appartenant aux constructeurs Renault et PSA. S'ils veulent le matériel, ils n'ont pas le choix. Il faudra la prime. Ou alors ça sera détruit, ça c'est sûr, ils récupéreront rien. C'est du chantage là, vous gardez du matériel pour avoir une prime, c'est du chantage. Ah oui, tout à fait, mais c'est du chantage, mais comment ils font eux depuis des années? Un bras de fer qui paiera. À l'arrivée, ils obtiendront environ 30 000 € par salarié. Mais l'usine de Châtellerault, au moins provisoirement, sera devenue une friche industrielle. Ce destin, le site de Lièze dans les Deux-Sèvres a failli le vivre en parallèle. Ce jour de mars 2009, c'est toute la ville de Cerizay qui marche comme un seul homme avec les ouvriers. Avec cette manifestation, on arrivera peut-être à être entendu parce qu'on n'a pas été avant ou pas suffisamment. Et notamment faire en sorte que l'entreprise ne soit pas démantelée, qu'on garde tous les emplois et non pas qu'on sépare l'entreprise par petits bouts avec tous les licenciements qu'il peut y avoir à la clé. Des salariés qui ont été jusqu'à 2600 dans l'entreprise avant des plans sociaux successifs. Rapidement, le feuilleton prend un tour politico-médiatique et sauver Lièze devient un enjeu crucial pour Ségolène Royal, qui ira jusqu'à faire entrer la région Poitou-Charentes au capital de l'entreprise, une première pour une collectivité. Moi, je crois qu'il faut se battre avec cette usine, avec ses 1000 salariés, pour que vraiment ils démontrent que la mutation industrielle, elle est possible. 8 ans plus tard, les emplois ne se comptent plus par centaines, loin de là. Mais pour Émile Bréjon, ses engagements ont en partie payé. L'usine n'a jamais totalement fermé. On a réussi à avoir une notoriété qui, elle-même, a permis la reprise. Donc pas le sauvetage complet de l'entreprise, mais le maintien d'une activité sur ce site, ce qui n'était pas l'objectif de départ, mais qui était l'objectif minimum, c'est-à-dire éviter une friche industrielle, puisqu'une fois qu'on a fermé un site, il est très difficile de le rouvrir. Et puis on met 100 ans pour construire un bassin de compétences avec la métallurgie qui est très présente à Cerizay et dans le bassin d'emploi. Et on met quelques mois et quelques années à le détruire. À l'origine, Lièze était un carrossier. Logiquement, l'activité est repartie sur son métier historique, l'emboutissage. Ah les gars! Depuis 2013, Jean-Bernard Chartier dirige la société d'économie mixte qui a repris Lièze et relancé la machine, non sans une certaine fierté. Là, les pièces, c'est pour la 3008 et 5008 Peugeot, et ça tourne aux alentours de 3000 par jour. On espère pouvoir tourner en 2.8 rapidement sur le site, mais aussi on est en recherche de personnel, notamment conducteurs de ligne et outilleurs. Une meilleure conjoncture, la confiance des constructeurs est revenue en même temps que les marchés. On est très contents. Ça fait plaisir. On avait vraiment le moral dans les chaussettes quand toutes les presses étaient arrêtées là. Et là, ça fait plaisir de voir. Une vingtaine d'emplois sur les presses, c'est peu, mais c'est déjà ça. Et l'usine compte aujourd'hui d'autres entités comme Cartol. Là, 80 salariés, pour la plupart anciens de Lièze, travaillent à la transformation du métal. Cabines d'engins de chantier, châssis et carrosserie de véhicules militaires. Et même cette réplique électrique de la fameuse Minimoke des années 60, la No Smoke. Piloté par ses cadres comme Éric Delomeau, Cartol a très largement diversifié ses activités. On travaille pour Airbus Hélicoptère, pour Trucks Défense, pour Alstom. Assez récemment aussi, on travaille pour Renault Prototype. On reste sur des cadences petites et moyennes. On n'est plus dans des cadences automobiles comme ce que pouvait produire le site avant. Résultat, en 3 ans, Cartol a triplé son chiffre d'affaires. Retour à Châtellerault, ici aussi on vise la croissance verte.
tous les quarts d'heure, on sort 3 panneaux, ce qui nous fait sortir 12 panneaux à l'heure. Actuellement, l'usine est dans une configuration où on emploie 25 personnes. Sur ces 2 lignes de production, VMH Énergie assemble 110 000 panneaux solaires par an, un chiffre que Jérôme Bailleul espère tripler d'ici 2018. Ici, l'industrie automobile ne reviendra plus, la reconversion est totale. Le site revit, effectivement, alors pas avec les mêmes effectifs que du temps de New Fabrice, parce que sur le site, en globalité, on est à peu près une 50aine de personnes, sur une activité liée complètement à la transition écologique, puisque, outre le fait qu'on fabrique des panneaux photovoltaïques, on va également bientôt fabriquer des composants pour les petites unités de méthanisation. On n'a pas encore démarré, mais ça ne saurait tarder. Mais du point de vue des anciens de New Fabrice, c'est insuffisant pour faire le deuil de leur combat. Je suis heureux que ça, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait de l'activité, que ça ne soit pas mis à l'abandon. Maintenant, comme je dis, il y a une vingtaine de salariés. Par rapport aux 360 qu'on était à la fermeture, c'est très peu. C'est un fait, les emplois ne seront plus jamais aussi nombreux que par le passé. Mais tant que les sites industriels sont préservés, ils peuvent toujours se développer. Ce site a énormément de potentiel. Il nous reste à peu près 8000 m² qui sont non occupés. On est sur une zone d'activité industrielle extrêmement active. Donc on ne désespère pas d'avoir un ou plusieurs locataires. Ça sera différents intervenants qui vont venir sur le site pour créer une activité. En fait, je pense que ce site va devenir une zone industrielle qui va regrouper plusieurs sociétés qui travailleront ou pas entre elles. Vous savez, l'industrie automobile en France a divisé par 2 la quantité de véhicules réalisés en une quinzaine d'années sur le sol français. C'est pas difficile de comprendre qu'au niveau des équipementiers, on est 2 fois trop capacitaire. C'est assez simple. Je dirais que c'est la loi du marché, il restera que les meilleurs. Heuliez a marqué l'histoire des Deux-Sèvres et de toute la région. Le musée de Châtellerault lui a évidemment dédié tout un espace avec notamment de nombreux prototypes. On trouve cette Peugeot 407, la Macarena, décapotable s'il vous plaît. Ce sont des prototypes qui pour la plupart n'ont jamais roulé, à l'exemple de ce modèle qui est 100% en plâtre. Olivier Boubalga, on a vu l'exemple d'Heuliez, New Fabrice, aujourd'hui GMS. Quelle est d'après vous la principale raison de ces échecs? Ce qui est intéressant dans le reportage, c'est qu'on finalement on a 2 réponses différentes des entreprises. Alors même si les effectifs ne sont pas aussi importants qu'auparavant, Heuliez est resté sur le secteur automobile, a retrouvé des contrats et parvient finalement à retrouver un peu des couleurs. Et puis pour New Fabrice, c'est différent, finalement, on est sorti du secteur de l'automobile pour aller sur le photovoltaïque. Alors ce que ça montre, et je pense que c'est une idée importante, au-delà de ce que l'entreprise fabrique comme produit, ce qui compte, c'est les ressources qu'elle mobilise, notamment les savoir-faire, les compétences. Et l'enjeu pour les entreprises, c'est de se dire, quand ça va mal dans un secteur, dans quelle mesure je peux me repositionner, fabriquer autre chose, en m'appuyant sur mon histoire, mes savoir-faire et mes compétences. Alors oui ou non, peut-on encore construire des voitures en France, selon vous ? Oui, en tout cas, on peut construire des bouts de voitures, on peut construire des composants, on a quand même encore des constructeurs qui sont importants à l'échelle européenne, voire mondiale. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, j'insiste, c'est moins une entrée secteur d'activité ou produit fabriqué qu'il faudra adopter pour savoir ce qu'on a à faire sur les territoires, c'est plus une entrée. Quelles sont les ressources, les savoirs et les savoir-faire? Et c'est ça qu'il faut cultiver, en fait. Bon, on parle beaucoup de la voiture électrique. Ces voitures électriques représentent 0,25% du parc roulant en France. Est-ce que, économiquement, c'est vraiment un enjeu d'avenir, la voiture électrique? Économiquement parlant, on sait qu'il y a des coûts à jouer. On n'a pas d'idée de la trajectoire de développement. Donc, qu'on ait des recherches, qu'on ait des tentatives à tel ou tel endroit, ça me semble tout à fait essentiel. Il y a des problématiques environnementales, etc. Alors la réponse véhicule électrique ne sera sans doute pas la seule réponse, mais ça fait partie de l'éventail des réponses. Et donc ce qu'il faut favoriser, c'est l'innovation, c'est les tentatives, c'est le bouillonnement.
encore une fois, sans qu'on puisse savoir à l'avance ce qui va être une réussite, est-ce que tout sera en France ou pas. En tout cas, il faut continuer à participer à cet effort d'innovation et puis essayer de trouver une place intéressante dans la fabrication. Du coup, c'est pas facile de savoir comment réussir à bien négocier le virage de la voiture de demain en Nouvelle-Aquitaine. Non, évidemment que c'est pas... Voilà, il y a beaucoup d'imprévisibilité, d'incertitude en économie, donc ce qu'il faut, c'est tenter. Et là, la puissance publique a sans doute des choses à faire en soutenant les tentatives, les initiatives des acteurs privés, et puis voir ensuite ce que ça donnera. Alors, l'une des voitures électriques de demain sera bientôt construite en Gironde. Un nouveau concept voit le jour à Blanquefort, une ville qui, depuis les années 70, vit au rythme de l'usine du constructeur américain Ford. 900 salariés aujourd'hui, ils ont été plus de 3500 dans les années 2000. Blanquefort et Ford, une histoire fusionnelle, mais un avenir qui reste encore à écrire. Ford, plus qu'un logo. Ici, à Blanquefort, ces 4 lettres s'affichent comme le symbole d'une fierté collective. Une aventure partagée depuis 45 ans par des milliers de salariés. Jean-Jacques Boulogne a fait partie de cette épopée. Pour la région, c'était quelque chose de majeur. Il y avait 2000 personnes. Pour fabriquer 2000 transmissions par jour, c'était quelque chose de techniquement assez exceptionnel. Le personnel local n'était pas du tout familiarisé avec l'automobile, avec les machines-outils. C'est des gens qui devaient se reconvertir complètement. Le but, c'était de respecter ce qu'on appelait le rate of climb à l'époque, c'est-à-dire la cadence de montée, respecter le programme. Je pense qu'on est monté à 2500 personnes et on a produit jusqu'à 2500 transmissions par jour. On a été un exemple pendant longtemps par la qualité de la production, par la productivité de l'usine. Cet esprit Ford, personne ne l'incarne mieux que Bernard. Ford d'un jour, Ford pour toujours. De tous les pionniers de cette aventure industrielle, il est le seul et unique à pouvoir revendiquer un fait majeur et symbolique dans l'histoire de l'usine. Je suis arrivé en 1972, j'ai fait 6 mois en Allemagne et après j'ai travaillé à Ford. J'ai eu l'honneur de transporter la première C3 en Allemagne le 25 décembre. On m'a mis un avion à disposition, il fallait absolument que la première transmission C3 qui était fabriquée avec des pièces de Bordeaux arrive avant la fin de l'année 72. Et j'ai eu un avion aller-retour pour la première transmission. Et ça m'a marqué quand même. C'est un petit peu toute ma vie professionnelle qui est ressortie ici. Quand je suis parti, ils m'ont offert, comme je suis joueur d'accordéon, cet accordéon fait qu'avec des pièces de l'usine. Un carter d'huile, des places séparatrices, des studs sur les convertisseurs, une bande de frein, et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que de cadeau, quand vous partez et puis qu'on vous offre un cadeau comme ça, ce que ça fait plaisir. Du balayeur au technicien, au directeur, tout le monde travaillait main dans la main. Et moi, je garde un excellent souvenir de ces 10 premières années. 10 premières années, ça a été formidable. Et c'était une compétition, parce que les Allemands étaient persuadés qu'on n'y arriverait pas, nous, Français. Et ce défi fera sortir Blanquefort de l'anonymat des petites communes de province. Avec Ford, Blanquefort devient un nom associé à une marque dont chacun ici se sent un peu dépositaire. On a à Blanquefort énormément de familles qui ont quelqu'un chez eux ou qui connaissent quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé chez Ford. Du coup, il y a un lien très affectif en fait avec Ford. Il y a eu par le passé un lien financier indéniable. À l'époque où la taxe professionnelle revenait aux mairies, il faut bien avouer que Ford, à un moment donné, a fait que le budget de la ville de Blanquefort était plus que confortable. Tout le monde sait qu'il y a Ford à Blanquefort. Il y a un amour effectivement pour ce site de la part des gens. Au plus fort de la production, le site emploiera près de 4000 salariés. C'est l'âge d'or pour une population ouvrière qui ne craint plus pour son avenir. C'est aussi un succès pour celui qui a voulu cette usine et convaincu Henry Ford, Jacques Chaban-Delmas. C'est grâce à lui que cette usine a été implantée dans la région, parce qu'il y avait un autre site possible, c'était dans le nord. Et c'est Chaban qui nous a emporté le morceau grâce à sa bonne relation avec Henry Ford Jr. Je pense que c'est ça. Depuis, l'avenir de Ford est devenu plus incertain pour les 900 salariés encore actifs. Mais pour les anciens comme Bernard et Jean-Jacques, impossible d'imaginer un clap de fin à cette histoire.
Cette Ford T nous rappelle que c'est en 1913 qu'Henry Ford a mis en œuvre pour la première fois la production à la chaîne qui révolutionna la fabrication de l'automobile et toute l'économie américaine. Et en France, c'est André Citroën qui le copia dans les années 20 pour produire ce modèle, cette Citroën B2. Avec mon vélo Sutter, vélo fabriqué ici à Châtellerault et longtemps utilisé par les salariés de cette ancienne manufacture d'armes, j'arrive à l'une des curiosités de ce musée. C'est cette station-service entièrement reconstituée. Sachez pour la petite histoire qu'en 1975, on dénombrait plus de 47 000 stations-service en France. Il en reste à peine 11 000 aujourd'hui. Les automobiles, la mécanique, il en est passionné depuis son enfance. Clément Brouze est bordelais et il a récemment racheté une célèbre marque française de voitures et de vélomoteurs, la marque Motobloc. En fait, il veut la relancer. Il nous dira comment dans un instant. Motobloc, une marque dont les usines étaient installées à Bordeaux jusqu'au début des années 60. Motobloc, une voiture qui a vraiment marqué son époque. Un seul petit coup de manivelle et en route. Jean-Claude Arnaud est l'heureux propriétaire d'une Motobloc 1909. Une voiture en avance sur son temps et pleine d'astuces. Pied au plancher, il perpétue la tradition familiale. J'ai une très grande nostalgie vu que j'ai mon grand-père qui en 1902 a participé à la fabrication des 3 premières voitures de la marque et ces voitures ont fait la fameuse course Paris-Madrid en 1903. Il était une fois Motobloc, l'une des marques emblématiques de l'industrie automobile française. Son logo, les 3 croissants de la ville de Bordeaux. Cette entreprise connut son apogée dans les années 30, avant de disparaître en 1961. Jean-Luc Fournier, historien automobile, lui aussi est un passionné. Il a réuni les derniers témoins de cette aventure industrielle pour écrire un livre. C'était des voitures de 12 litres de cylindrée en 4 cylindres. Ça veut dire que les pistons étaient comme des casseroles. Et ça tournait à 1200 tours minute. Et ça allait à 160 à l'heure. Ces automobiles ont été construites sur la rive droite de la Garonne. Voici tout ce qu'il en reste. Des bâtiments désaffectés et des souvenirs. Dans les années 50, Francis Moreau était jeune apprenti chez Motobloc, une usine qui employa 600 ouvriers et qui joue un rôle social important. C'est là où gamin, on apprend la vie par rapport aux conseils, aux conversations qu'ont les adultes. Alors qu'on sort du jupon de nos parents et puis on arrive avec des adultes. Le renouveau de Motobloc, un blason dont l'histoire est intimement liée à celle de Bordeaux, il a fait rêver toute une génération de pilotes. Bon, Clément Brouze, vous êtes le nouveau monsieur Motobloc. Pourquoi cet attachement à cette marque finalement? C'est principalement par une démarche historique, c'est-à-dire que je suis assez passionné de patrimoine et puis d'histoire, et l'histoire de Bordeaux en fait partie. Et il est vrai que Bordeaux et Motobloc, c'est très lié, quoi. Voilà. Un logo aussi vous a marqué en fait. Tout à fait. Les croissants de Bordeaux qui s'y retrouvent, c'est le symbole de la ville et puis c'est avant tout le symbole de la marque. Ouais. Bon, Motobloc, c'était des voitures, des vélomoteurs, des moteurs de bateaux aussi. Vous comptez la relancer sous quelle forme? Alors, les projets sont multiples, mais disons que celui qui retient le plus notre attention en ce moment, c'est le scooter électrique. C'en est à quelle phase? Alors là, actuellement, on est dans une phase plutôt d'étude sur le prototype, le premier G, donc qui serait un scooter qui pourrait produire une vitesse d'à peu près 80 km/h avec une autonomie de 170 km, ce qui est très important aujourd'hui sur le marché du scooter électrique, et qui garde en même temps son identité, l'identité de Motobloc, avec des jeux de couleurs, un look, tout ce qui fait en fait l'histoire de la marque, quoi. Ouais.
Vélomoteur, ça veut dire que c'est difficile de vouloir faire autre chose qu'un vélomoteur? Alors oui, en effet, c'est-à-dire qu'on se donne des moyens en étant assez réaliste sur nos premiers projets. Bien entendu qu'on a l'ambition un jour de pouvoir proposer aux gens un véhicule électrique 4 roues qui garde cette identité de motobloc, mais pour l'instant ça reste du projet. Ouais. Bon. Vous, finalement, à la question qui sert un peu de fil rouge à cette édition, peut-on encore construire des voitures en France? Vous dites quoi? Oui. Oui. Oui, on peut les imaginer, on peut les concevoir. Les produire 100% français, je doute quand même que le 100% français existe encore vraiment. Mais on peut vraiment avoir un bel élan de construction sur l'automobile en France. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, d'après vous, à un moment, a fait que la France a perdu cette capacité de production automobile? Les phénomènes qui ont perturbé tout le domaine de l'industrie, les phénomènes historiques, les crises pétrolières ont beaucoup perturbé tout ça. Mais il est vrai que ce qui a manqué énormément, c'est l'élan national et la volonté aussi de la part de l'État d'encourager ces belles initiatives qui faisaient que la France était non seulement un précurseur, mais en plus un élément indispensable dans l'histoire de l'automobile. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu compliqué, oui, tout à fait. Ouais. Pour conclure ce nouveau numéro d'Enquête de région, 2 questions encore sans vraiment de réponse. Quel sera dans quelques décennies notre moyen de transport du quotidien? Et cette voiture électrique ou non va-t-elle révolutionner l'industrie automobile? En tout cas, l'enjeu est de taille, puisque en France, cette filière automobile représente quelques 450 000 salariés. Le mois prochain, dans Enquête de région, on parlera livres et littérature. Retrouvez-nous en attendant sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis.